Eh bien, bonjour à toutes et tous. Alors, c'est pas facile d'enchaîner après cette émouvante introduction de Guy, qui, je pense, va tous nous marquer. Nous avons néanmoins le plaisir et même l'honneur de démarrer la première table ronde de cette édition 2024 de CHAM sur un thème, ou plutôt presque une question philosophique. Mon regard se tourne forcément du coup vers vous, Jean-Gabriel. Homme connecté, homme libéré. Guy a commencé à parler déjà un petit peu de liberté et de ses enjeux. Mais c'est une question quand même plutôt philosophique et évidemment il s'agit de l'homme avec un grand H. Je préfère tout de suite préciser ce point dont nous allons parler. Pour bien l'aborder, la première chose que je vous propose c'est effectivement déjà de tous se déconnecter. Quoi de mieux pour parler connexion que d'être déconnecté? Alors pour moi c'est un véritable enjeu. J'ai deux portables comme vous pouvez le voir que j'ai coupés et que je mets donc sur la table. Je n'y toucherai pas pendant 45 minutes. C'est un défi personnel. Peut-être me sentirai-je plus libérée dans 45 minutes. Mais revenons à notre débat. En cette ère où l'IA domine les discussions, j'ai repris quelques chiffres que je trouve assez intéressants, on va dire, et qui sont assez révélateurs de la transformation profonde que nous vivons aujourd'hui et de l'omniprésence des technologies dans ce domaine qui nous concerne tous aujourd'hui ici, la santé. Et elle nous montre comment, justement, Guy l'évoquait, le numérique et l'IA peuvent aujourd'hui redessiner le paysage. D'abord, le numérique en santé, qu'en pensent les Français de façon large? Une récente étude menée par la DNS à propos de la perception du numérique indique qu'aujourd'hui, 90% des Français ont déjà eu recours à au moins un outil, service numérique en santé. On est peu surpris. De plus, ils sont 74% à considérer que le développement du numérique en santé aura un effet positif, et ça c'est très intéressant, sur la coordination des praticiens dans le suivi du dossier médical des patients. Ça, c'est le point de vue des Français. Qu'en pensent maintenant les professionnels de santé? La MACSF a fait une étude sur leur perception justement et leurs attentes. Et là, le chiffre est relativement similaire. 86% des professionnels interrogés considèrent que les outils numériques sont une avancée pour eux et pour le patient. Plusieurs points émergent. Contenu médical enrichi, meilleure coordination, meilleur suivi, gain de temps. Donc une convergence de vues qui est assez intéressante à considérer. Alors, lorsqu'on m'a proposé ce thème et la modération de cette table ronde, premier réflexe que j'ai eu, ChatGPT. Lui qui n'était pas invité avec nous aujourd'hui, je me suis dit, le conviais-je un petit peu compliqué, donc je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Que nous dit-il sur homme connecté, homme libéré? Il considère que ça interroge les effets de la technologie sur la liberté humaine. D'un côté, l'homme connecté bénéficie d'un accès instantané à l'information, à la communication, à de nouvelles formes d'autonomie grâce aux outils numériques. Mais de l'autre, cette hyperconnexion peut entraîner une perte de contrôle, voire une dépendance, pire, une intrusion dans la vie privée via la surveillance numérique. La question est donc de savoir si cette connexion libère véritablement l'homme ou s'il en devient prisonnier. Appliqué à la santé, deuxième requête, il nous montre combien cela peut autonomiser le patient ou le soignant en lui donnant les moyens de mieux gérer son bien-être côté patient, parfois mieux gérer sa patientèle côté soignant, mais que ça peut aussi entraîner une surmédicalisation, une perte de confidentialité et une dépendance aux technologies. En synthèse, tout ça, ça nous soulève beaucoup de paradoxes et beaucoup de balance lorsqu'on se dit homme connecté, homme libéré, entre liberté et entrave, entre facilitation et surveillance, entre limitation et création exacerbée, entre vitesse et précipitation, entre objectivation et subjectivité. C'est un peu tous ces thèmes que l'on vous propose d'investiguer dans les 40 minutes, pour être très précise, qui nous restent de notre table ronde, ayant la chance d'avoir autour de moi un panel extrêmement diversifié d'experts, chacun reconnu dans leur domaine. Première question à vous, Jean-Gabriel Ganasca, à l'aune de tout ce qu'on vient de se dire, à l'aune de tout ce que vous pouvez voir, des ouvrages également que vous avez pu rédiger, pour ouvrir le débat. Pour vous, homme connecté, homme libéré, en philosophe, ça veut dire quoi? Ouais. Le terme, vous l'avez évoqué tout à l'heure, enfin plus exactement le titre est un peu paradoxal, puisque être connecté, normalement, ça veut dire avoir des liens connectés avec d'autres, connectés par le truchement des technologies. Vous l'avez évoqué avec les téléphones portables, mais on pourrait rajouter aujourd'hui ce qu'on produit avec les montres connectées, par exemple, avec tous ces capteurs qui peuvent être extrêmement utiles dans le secteur de la santé et qui peuvent aider à veiller, à surveiller. Il y a toujours dans
cette notion-là, il y a toujours une ambivalence entre, dans la surveillance ou la veillance, un vieux mot français, hein, qui est lié à la vigilance, opposition entre le fait de prendre soin, hein, on parle surveiller ses enfants par exemple, et puis en même temps l'exercice d'une contrainte qui permet soit de s'assurer bien sûr de la conformité hein, du comportement d'une personne, hein, et bien sûr à ce moment-là être un peu attentatoire hein, à la liberté individuelle. Mais je crois que ça doit nous conduire aussi à réfléchir à ce qu'on entend par liberté, parce que ça n'est pas simplement faire ce qu'on veut quand on le veut. Hein, et le terme liberté lui-même hein, recouvre, disons, deux choses hein, en français. Hein, il y a l'étymologie libère, l'homme libre, hein, en Grèce antique, c'est-à-dire celui qui participe à la vie de la cité, hein, qui est autonome, qui n'est pas un esclave. Et puis il y a une autre racine alors, qui, en anglais, hein, est souvent prise, c'est freedom, hein, la liberté au sens... donc ça vient de la fraternité, hein, c'est le même... Hein, liberté au sens la solidarité collective. Hein, et je crois que, bon, il en va avec... les dispositifs connectés des deux. C'est-à-dire que d'un côté, le fait d'être connecté nous permet hein, de participer à la vie collective, hein, d'être dans de grands forums. Alors, même si on en connaît aujourd'hui les limites. Hein. Moi, je suis d'une génération où on a vu les premiers réseaux sociaux avec enthousiasme. C'était des jeunes étudiants de très grandes universités américaines qui pouvaient établir un lien entre tout le monde. Ça ne pouvait être que positif. Et puis, quelques années après, on a vu les effets extrêmement délétères que ça pouvait avoir sur l'ensemble du tissu social et sur la politique. Donc, cet aspect-là. Et puis la deuxième chose, effectivement, c'est le fait de mieux prendre soin, la plus grande solidarité qui peut s'exercer parce qu'on va être en contact avec les personnes. Alors, je voudrais, pour conclure, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, citer deux exemples dans ce sens-là. Un exemple positif. Il se trouve que j'étais au Japon il y a quelques mois et j'ai visité un cybercafé assez particulier dans lequel les serveurs étaient des robots. Mais ce qui était étonnant, c'est que ces robots étaient pilotés par des handicapés qui étaient chez eux et qui, par le moyen de ces robots, pouvaient avoir une vie sociale, un échange avec d'autres personnes, or qu'ils ne pouvaient pas être chez eux. Donc ça, je crois, donne une idée de ce que peut être un aspect extrêmement positif de la connexion. Et puis, côté noir, côté sombre, je voudrais évoquer un type de connexion que nous vend un très grand industriel du numérique, Elon Musk. Il a monté une société qui s'appelle Neuralink. Link, bien sûr, c'est établir le lien entre les hommes. Et le but, au départ, c'est soigner. Essayer de développer des implants intracrâniens qui permettent de soigner différentes pathologies. Et c'est en particulier inspiré de travaux qui avaient été conduits en France, pas très loin d'ici, à Grenoble, hein, c'est pas si loin que ça, hein, par Louis Alim Benabid, hein, sur la stimulation électrique profonde pour soigner un certain nombre de symptômes de la maladie de Parkinson. Donc il voudrait développer ces implants pour beaucoup d'autres pathologies, mais son deuxième objectif, c'est extrêmement ambitieux, c'est de nous aider à rivaliser contre les méfaits de l'intelligence artificielle. Alors, on est tous contents de cela. Et il dit pour ça, eh bien, il faut que j'augmente vos capacités cognitives. Et donc, je voudrais vous mettre des puces dans la tête qui vont accroître vos facultés mnésiques. Alors, outre que du point de vue scientifique, ce n'est pas tellement fondé, c'est extrêmement inquiétant, ça veut dire qu'il pourrait nous mettre n'importe quoi, mais il va beaucoup plus loin. Son but, en s'inspirant de la science-fiction et du cycle des cultures hein, d'un grand auteur de science-fiction, faire ce qu'on appelle la dentelle neurale, c'est-à-dire mettre tous les cerveaux en connexion les uns avec les autres. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus d'intériorité. C'est-à-dire ce que vous savez avant que vous parliez me parviendra directement. Hein, c'est absolument effrayant. Ma grande déception, c'est que j'ai été dans pas mal de comités d'éthique ces dernières années, et pour l'instant, je n'ai pas vu de manifestation d'opposition farouche à ce type de projet qui me semble absolument inadmissible. Bon, en
tout cas, ça nous permet déjà d'en prendre connaissance, de se dire qu'il y a de la vigilance. Alors c'est vrai qu'on est passé des notions de cité, fraternité, quasiment à une vision assez sombre. Maya Noël, vous, dans ce contexte d'univers digital appliqué au monde de la santé que vous connaissez par cœur, comment est-ce que vous percevez cette connectivité croissante ? Quels en sont pour vous les principaux apports aujourd'hui, si on reste sur un terrain un petit peu positif avant d'espérer ne pas perdre tous notre cerveau? Donc je vérifie, j'ai mis mon téléphone au milieu. En revanche, toutes mes notes étaient dedans. Donc bon, je n'ai pas y touché, mais c'est pas grave. Moi, ce que j'observe, c'est que souvent, on a une vision de l'écran qui peut isoler, va déconnecter. Mais quelque part, moi, je suis persuadée que c'est aussi quelque chose qui nous permet de nous reconnecter entre patients et soignants. Aujourd'hui, il y a des applications qui, déjà, on parlait des déserts médicaux, la téléconsultation, quelque part, déjà va pouvoir nous rapprocher, clairement. Et puis même pendant la consultation, dans la vraie vie, il y a des applications comme Aliatech qui va pouvoir, grâce à un assistant vocal, permettre à vous, soignants, de faire une consultation avec une personne qui ne parle pas nécessairement bien votre langue et donc faire un meilleur diagnostic. Il y a aussi des applications qui vont vous permettre, comme Nabla, de prendre un résumé de votre consultation en direct et donc vraiment vous permettre de vous focaliser sur votre patient plutôt que utiliser vos écrans. Donc je pense que véritablement la technologie, en ce sens-là, peut rapprocher patients et soignants. Je pense aussi que la technologie permet de remplacer, de connecter les soignants entre eux. J'essaye de citer des entreprises qui sont dans la salle, mais par exemple un Lifen qui va interconnecter les données de différents hôpitaux va permettre aux soignants de mieux soigner aussi leurs patients parce qu'ils vont pouvoir se partager cette information-là. Idem, je pense que vous en parlerez aussi, je pense que le numérique peut aussi connecter les patients entre eux et en ce sens, on parle de liberté, je pense que ça va apporter énormément de richesse dans leurs soins puisqu'ils se sentiront libérés certainement d'une forme de charge mentale, ils se sentiront libérés de leur isolement. Donc je suis persuadée effectivement, alors on regarde plutôt le côté positif, je pense qu'on pourrait être amené à regarder le côté négatif, que oui, derrière cette idée d'isolation due à l'écran, en fait il y a un vrai moyen de reconnecter tout le monde entre eux, donc connexion, et pourquoi liberté ? Je vais parler on peut partir du cas très particulier d'une mère de famille qui se retrouve avec 2 enfants malades pendant la nuit et qui va devoir gérer sa journée et pouvoir prendre un rendez-vous à 4h du matin avec un médecin, c'est une vraie liberté. Mais je pense qu'en fait, ça c'est à l'échelle individuelle, à l'échelle beaucoup plus macro. Aujourd'hui, le numérique permet une liberté de recherche extraordinaire et donc une liberté dans ce qu'on va pouvoir apporter comme nouveaux soins. Si on prend le cas de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, dans la recherche de nouveaux médicaments, c'est assez incroyable. Je pense à des sociétés comme Akemia, qui font de la recherche contre le cancer grâce à ça. Je pense à des sociétés comme Wondercraft, qui développent des exosquelettes. Et ça, c'est basé sur l'intelligence artificielle. Donc, clairement, le fait d'être connecté, de pouvoir utiliser le numérique, va apporter une énorme liberté et permettre de mieux soigner. Juste une petite question avant de passer la parole à Samir Eni, qui forcément est sensible à ce que vous avez dû évoquer sur les soignants. En termes de prévention, on en parle beaucoup aujourd'hui. Selon vous, aujourd'hui, quelle place occupe le numérique face à ces enjeux de prévention ? Exactement. Une fois qu'on est connecté à son médecin à distance, je pense à on parlait de télésurveillance, mais je pense que c'est très intéressant dans la médecine. Des applications comme Implicity, Satellia vont permettre à des patients de pouvoir monitorer leurs données à distance et de ce fait, avant même de devoir aller chez le médecin, pouvoir voir des signaux qui leur permettraient de se dire tiens, il faut que je change certains aspects de ma vie. Et donc oui, je pense que le fait que le patient en fait, revienne au centre parce qu'il a lui-même accès à ses propres données et peut lui-même les monitorer, permet effectivement une meilleure prévention. Après, je pense qu'on en reviendra par la suite. Le sujet que ça pose, c'est quel modèle économique appliqué à tout ça. C'est vrai que ça a pris une forme de liberté. Mais... On va en reparler juste après, mais je voudrais bien vous entendre, Samir Eni, sur ce sujet, sur la liberté, vous, justement, que vous percevez, côté à la fois soignant, mais vous avez aussi cette casquette en tant que directeur général du CHU de Strasbourg, aussi ce côté organisation du système de santé. Vous voyez à la fois les professionnels de santé se mobiliser, mais vous avez aussi un établissement à diriger. J'ai lu que la performance et la santé dans les systèmes de l'IA étaient très bien situées. La santé arrive en 5e position. Mais vous, concrètement, vous, votre ressenti aujourd'hui dans l'univers hospitalier, comment est-ce que vous percevez cela, pardon ? Notre prisme, en fait, IA dans nos CHU et dans nos CH, c'est le même, en fait, depuis 58. Depuis loi de Bresse, et on passe par enseignement, soins, recherche et territoire.
Et donc, comment on va... Donc, je dirais nos objectifs passent par comment intégrer l'IA dans nos process enseignement, soit recherche et territoire. Sur l'enseignement, je dirais, c'est une obligation et pour accompagner en lien avec les doyens et avec les présidents d'université. Donc, on est dans un écosystème qui est très riche. Sur les soins, je pense qu'on se focalise, et tout à l'heure, Maya, on a parlé sur tout ce qu'on peut apporter autour du patient, mais il y a aussi tout ce qu'on peut apporter pour la logistique, en fait, de faire tourner un établissement comme le CHU de Strasbourg. Si je prends l'établissement du CHU de Strasbourg, tout à l'heure, vous comparez à d'autres providers, c'est 2 fois, vous prenez le plus grand entrepôt Amazon en France, et en logistique, un CHU, c'est 2 fois plus par jour. CHU de Strasbourg, c'est le premier employeur de la région Grand Est, première blanchisserie, premier service informatique. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir, je dirais, l'idée une organisation ou organiser, je dirais, le fonctionnement d'un CHU sans pouvoir utiliser les outils IA qui sont à notre disposition? Quelques points de vigilance. Une fois qu'on a passé, et la réglementation européenne a été en fait très favorable dans le sens pour pouvoir nous permettre d'être dans la situation la plus favorable possible en recherche. RGPD, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Il y a quelques points de vigilance ou quelques points de passage obligatoires. Le premier, c'est comment ça va bousculer notre architecture système d'information. Donc, il est vrai qu'il y a une inflation en fait, du besoin. Il y a un risque majeur sur l'augmentation de la surface d'attaque. Et ça, tout ça, c'est aussi des investissements qui sont liés à la mise en place de l'IA, mais qu'on doit accompagner et qu'on est capable d'accompagner et qu'on accompagne déjà. Et puis, on tourne autour, je dirais, l'éléphant est au milieu de la salle, c'est quel modèle économique? Alors, très cher, on va y revenir, parce qu'on en a beaucoup parlé déjà. Je sais qu'on y travaille, et nous, je suis dans le territoire universitaire du CHU de Grenoble, et la DG de Grenoble, Monique Sorrentino, lead pour la conférence des DGTU, en fait, ce sujet avec la HDH. Et donc, on a pris quelques années, je dirais, d'avance pour pouvoir accompagner ce déploiement. Vous parliez de territoire, peut-être un petit mot sur la dimension européenne. Comment avez-vous le sentiment que la France se situe ? Je parle de territoire européen, je parle de ce qui m'entoure. Donc Luxembourg, Allemagne et Suisse, on a le sentiment en fait qu'on a du retard, mais quand on vit sur place, quand on travaille sur place et quand on voit les comparaisons, on voit qu'on a quand même les mêmes niveaux de difficulté, les mêmes enjeux. RGPD a été beaucoup dans la normalisation en fait, des problématiques communes. Ici ou là, la différence peut-être je reviens aussi sur le modèle de financement hein, de nos activités. On peut, si on compare nous, tout le monde, je vais faire l'affront de rappeler le modèle de financement en France, mais si on va en Allemagne par exemple, le DRG, là, c'est Diagnostic Related Group, donc on est vraiment sur un financement par parcours. Et donc ce financement par parcours inclut notamment la possibilité d'avoir un parcours qui est amélioré par rapport à un financement par volume qui peut parfois, je dirais, avoir des limites. Et on le voit, les Hollandais à travers le DRG ou le Diagnosis Behandel Combinatie conçoit dès le départ, en fait, dans votre modèle de financement, à la fois la partie soins, mais aussi quel outil, quelle amélioration vous allez pouvoir donner à votre système. Et donc, on le voit, le nerf de la guerre, en fait, c'est aussi un petit peu le modèle économique. On arrive là, je dirais, au tournant. Et juste, innover, c'est désobéir. Je crois que c'était la phrase d'Ali hier et au CRAPS. Hein, c'était ça. Donc, je vais désobéir parce que je voulais, d'une manière très concrète, dans le brief, soyez concret. Donc, je vais être assez concret. Et donc, pour voir un petit peu actuellement, si je regarde les applis qui existent au CHU de Strasbourg, donc voilà les exemples d'applicatifs IA qu'on utilise déjà. Donc BoneView, détection des fractures. Je regarde sur le site Brainomics, BrainTail, pathologie neuro, PharmaAI, notamment pour détecter les situations à risque hétérogène, et beaucoup d'autres systèmes qui sont vraiment, je dirais, en cours de production. Pour citer tout le monde, un Quayscore, c'est suivi l'efficacité d'innocuité des médicaments sur les pathologies du système central. Le Breast Slim View aide au diagnostic ou dépistage du cancer du sein. Le Pixil, détection et suivi des hyperintensités, sclérose et plaques. Et puis surtout le Prévia médical, qui est prévention du sepsis. Donc d'une manière très concrète,
On y est déjà. Très ancré dans Très votre ancré pratique, dans votre dans notre réalité. pratique. Et il n'y a pas un secteur qui se dégage plus qu'un autre, d'après les pathologies que vous évoquez. Notre seul prisme, en fait, c'est comment on va intégrer cette technologie dans nos missions régaliennes, enseignement, soit recherche et solidarité territoriale. Alors Anne-Sophie, vous qui avez ce double regard, en complément de tout ce qui vient d'être dit, parce que vous avez à la fois ce regard de patiente, mais aussi ce regard de chef d'entreprise, comment est-ce que ça résonne pour vous, tout ce qui vient d'être évoqué par rapport à votre propre réalité aussi, et aux bénéfices que vous pouvez en escompter, ou des personnes qui bénéficient aujourd'hui des solutions que vous développez? On a beaucoup parlé des moyens jusqu'ici, et je trouve important de remettre aussi sur le devant de la scène les bénéfices, le bénéfice patient, mais aussi le bénéfice soignant, et surtout ce qu'on va faire de ces bénéfices, de ces temps gagnés, de cette fluidité qu'on a pu développer. Alors j'ai quelques exemples en tête. Moi j'ai été soignée pour un cancer il y a 12 ans maintenant. Je me souviens comme si c'était hier de mon rendez-vous avec l'infirmière d'annonce où on m'a remis littéralement un sac rempli de brochures. Bon, 12 ans après, on a dans les hôpitaux des portails qui permettent aux patients d'avoir accès à l'information. Ce que je sais moi et ce que j'ose espérer, c'est que le temps qui a été libéré pour ces infirmières d'annonce, eh bien, c'est un temps qu'elles vont consacrer à davantage d'écoute des besoins spécifiques des patients, davantage de propositions extrêmement personnalisées, tout en utilisant, pourquoi pas, le portail pour pousser les bonnes solutions, peut-être que de voir de plus en plus de patients pour les renvoyer justement au portail patient. Donc les bénéfices, hein, on les voit, on les observe, on les voit aussi dans la fluidification du parcours de soins. Moi, je me souviens être venue à l'hôpital, faire ma prise de sang, passer en hôpital de jour, rencontrer le médecin qui déclenchait la préparation des chimiothérapies. Aujourd'hui, on a des parcours beaucoup plus fluides qui permettent aussi aux patients de gagner du temps et de gagner en qualité de vie. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps, que font les soignants de ce temps, et comment dans ce système, finalement, on tire bénéfice de ce que la technologie nous apporte. J'entends beaucoup de fluidité, de gain de temps, d'expertise, de facilitation. Est-ce que vous avez un exemple concret, complémentaire à nous partager? Il y a votre expérience, mais peut-être aussi des choses que vous avez pu voir dans le cadre aujourd'hui des activités qui sont les vôtres. Alors moi, mon sujet de prédilection, c'est l'emploi. Et on oublie souvent, d'ailleurs, l'emploi finance la santé. On est aujourd'hui dans deux mondes qui sont encore très cloisonnés, le système de santé et puis l'emploi. À la fois, je ne vois pas comment on peut demander à des médecins ou des soignants de devenir des professionnels du maintien dans l'emploi. Je ne vois pas comment on peut non plus demander aux employeurs de devenir des professionnels de santé. Et je crois qu'on a beaucoup à gagner justement à créer des ponts entre ces mondes et les technologies peuvent nous aider. Aujourd'hui, ce que j'observe aussi beaucoup, et là on est plus peut-être dans la contrainte, Exactement. ou en tout cas les points de vigilance. D'abord, c'est des inégalités d'accès aux technologies. Ensuite, c'est une profusion énorme de solutions qui finalement peut-être nous détournent de nos objectifs. Et puis, c'est peut-être aussi une forme d'aliénation de nos libertés que d'être trop dépendant de ces technologies. En matière de profusion, je vois de plus en plus, et je suis bien placée pour le savoir puisque j'en développe moi-même, d'apps, de web apps qui traitent, parce que le monde de la santé est organisé par pathologie, qui de l'endométriose, qui de la détection des cancers, qui des maladies cardiovasculaires. Et dans le monde du travail, on neutralise volontairement les pathologies dans un souci d'égalité de traitement, au nom de quoi on accompagnerait davantage ou mieux une femme qui travaille atteinte d'un cancer du sein qu'une femme qui est atteinte d'endométriose. Et finalement, en tout cas, ce que j'espère, c'est toutes ces avancées technologiques vont nous permettre d'être davantage à l'écoute des personnes, de leurs besoins, pour leur proposer des solutions réellement adaptées et personnalisées, plutôt que d'offrir un catalogue toujours plus large de technologies, où finalement, pour reprendre l'exemple de l'annonce de mon cancer, au lieu de me livrer un sac rempli de brochures, on va me livrer un portail avec des propositions d'app dans tous les sens. Il y a presque un mot
qui viendrait au bord des lèvres quand on vous écoute, c'est le terme de déshumanisation que ces process peuvent aussi engendrer, qui pourrait perdre le patient, qui pourrait être aussi quelque part générateur d'une nouvelle angoisse, passer de cette pile de documents, mais peut-être un rapport plus déshumanisé. Vous, selon vous, comment est-ce qu'on peut prévenir ce risque de déshumanisation ? Eh bien, je pense que c'est vraiment dans l'attention que nous devons avoir à l'allocation des gains et des bénéfices de ce que permettent finalement les technologies. Je vous le disais tout à l'heure, cette infirmière d'annonce, je la vois bien passer davantage de temps à écouter les patients plutôt qu'à livrer des brochures. Les professionnels des ressources humaines, je les vois davantage centrés sur les salariés dans les entreprises plutôt que de leur pousser encore davantage de solutions. Et tout ça dans une logique de système et pas uniquement dans une logique où chacun va chercher à créer et développer de nouvelles solutions dans une optique de développement de l'art des technologies. Ça plaiderait, on l'évoquait en introduction, aussi dans une vision plus collective finalement, mais une collectivité mesurée et pas dans la surveillance. Par rapport au point des patients, Samir, comment est-ce que vous gérez cela au quotidien, ce qui peut être effectivement l'inquiétude de certains patients? Je peux penser à la fuite des données, je peux penser à ce côté un peu déshumanisé, se dire que peut-être le rapport qu'on a avec le médecin est un peu caché par cet écran. Comment est-ce que vous gérez ça au quotidien dans un établissement de santé? C'est un peu le but recherché aussi à travers cette technologie, c'est de pouvoir être déconnecté pour être reconnecté avec les fondamentaux. Les fondamentaux, Madame vient de les citer. Sur le plan très pratique et je dirais très concret, c'est vrai que je recite encore une fois le RGPD, parce qu'on a tendance aussi à voir que le coût en fait, qui a été généré par cette loi. Et je vous renvoie à un article de Bokang sur l'IA et RGPD, sur le coût en fait, de cette réglementation dans le poids en fait, du déploiement de l'IA. Et ça a permis, je dirais, de nous donner les conditions pour apporter la sécurité nécessaire sur le volet recherche pour l'ensemble des patients. Et je cite les uns et les autres présents dans la salle connaissent très bien le sigle AMR004 dans le cadre de la RGPD, permet justement de pouvoir lever, je dirais, ces questions. Le deuxième élément, il est plutôt sur je l'ai dit tout à l'heure, sur la surface. En fait, avec l'IA, on augmente la surface d'attaque. Et donc, on est un peu plus vigilant, mais c'est notre métier. Et donc, on se doit, je dirais, c'est une contrainte supplémentaire, mais on l'a relevée, on la relève pour qu'on puisse, je dirais, aboutir. Moi, ma finalité, c'est que quand le patient arrive, reparte avec, je dirais, la satisfaction qui est la nôtre. On nous fait l'honneur de nous faire confiance. Donc on se doit d'être à la hauteur, je dirais, des attentes. Et l'IA nous permet justement de pouvoir apporter cette réponse, même sur le plan paradoxalement, cette réponse humaine d'une manière un peu plus fréquente et d'une manière intense, en se libérant en fait, des contraintes de connexion. Donc voilà comment on voit en fait, l'utilité aussi, je dirais, de cette technologie pour pouvoir mieux servir notre population. Et juste en vous écoutant, vous ressentez une différence générationnelle dans le rapport aussi auprès de votre équipe? Merci à la jeune génération qui nous pousse et qui nous pousse sur les VSS. Merci la nouvelle génération. On a mis un certain nombre de paquets d'années à pouvoir vraiment voir les VSS, l'égalité femmes-hommes. Donc c'est la jeune génération qui nous a poussé à juste titre pour pouvoir shifter et faire rapidement en fait, ces progrès. Premier élément. Le deuxième élément, sur l'IA, ça devient un critère d'attractivité. Ça devient un critère de recrutement comme sur je dirais, le développement durable. C'est plus une option en fait. Et donc c'est plus une option. Et donc nous, on doit coller aussi aux aspirations, je dirais, des professionnels, des experts. Et c'est ceux qui sont au service aussi des patients et ceux qui sont. Il y a 300 métiers dans un CHU, donc il y a une demande unanime de coller en fait aux attentes, je dirais, des plus jeunes et moins jeunes. Alors, si ce n'est plus une option, Maya, comment fait-on, selon vous, dans votre regard, pour finalement gérer l'impact que cela a sur notre système et surtout l'intégrer complètement avec cette question? On en a beaucoup discuté du système de santé et du système de la pérennité. Moi, je suis assez contente parce que vous l'avez dit en intro, au final, les chiffres montrent que, aussi bien côté patient, côté soignant, établissement, on a besoin de cette connectivité et on voit qu'il y a un progrès avec ça. Moi, la question que je voulais soulever derrière tout ça, c'est qu'il y a une forme de paradoxe qui est que toute cette décentralisation qui est permise, cette libération qu'on offre à chacun, aussi bien aux patients qu'aux soignants,
en fait, paradoxalement, elle crée une véritable concentration, notamment une concentration sur où vont nos données. Et ce qu'on oublie parfois, c'est qu'aujourd'hui, notamment au niveau de la France, c'est que 80% de nos données sont détenues par 3 acteurs mondiaux, 3 acteurs qui ne sont pas français. Et donc ça pose des vraies questions en termes de dépendance et donc de liberté, des questions qui vont être à la fois sur le risque technologique que ça propose, parce qu'effectivement, on n'est pas à l'abri de failles technologiques, et quand il y a une attaque sur un de ces 3 opérateurs, ça peut impacter énormément de personnes et bloquer tout le monde. Donc ça, c'est le côté très pratico-pratique. Moi, je pense aussi au sujet de la valeur et donc du modèle économique qui va derrière. Et je vais faire le lien avec du coup le système de santé, mais aujourd'hui, nos datas sont une véritable valeur, sont un véritable asset dans la santé, mais pour le pays, dans différents domaines. Et en fait, tout ce qu'on va faire autour de ces données, les usages qu'on va faire autour de l'intelligence artificielle, par exemple, en fait, la valeur in fine économique va être redirigée toujours vers les mêmes acteurs. Donc ça pose une vraie question de dépendance du pays, en fait. Premier point. Pourquoi je dis tout ça? C'est que si c'est arrivé, c'est parce qu'on a quelque part laissé faire. On a été un peu naïf, et nous-mêmes, on ne s'est pas imposé dans cette guerre de la donnée, cette compétition de la donnée. Aujourd'hui, on a peut-être une chance au niveau de l'IA, mais pour ça nécessite d'y mettre véritablement les moyens et d'avoir une vision très long terme sur dans quoi on investit, comment est-ce qu'on finance notre innovation. Et je pense que du coup, c'est effectivement lié avec le système de santé, parce qu'on l'a tous dit aujourd'hui, toutes ces applications, mais pas les petites apps qui vont traiter patient par patient. Non, je pense que vraiment les applications qui vont transformer aussi nos hôpitaux d'un point de vue logistique, d'un point de vue recrutement, elles ont besoin d'être financées. Et aujourd'hui, on est peut-être un peu timide et on ne pense pas tout ça dans son ensemble. On a une vision très court-termiste. Et donc oui, je pense qu'effectivement, il faut complètement repenser la matière dont on finance l'innovation, et donc l'innovation au service de la santé, avec une vision beaucoup plus long terme, parce que comme vous le disiez précédemment, je pense que si on arrive à mettre l'accent sur la prévention, on arrivera derrière à faire des gains à la fois de productivité, s'il y a des gains dans le fait de moins dépenser pour les soins, mais plutôt pour la prévention. Donc moi, je pense qu'à terme, effectivement, le numérique est véritablement une solution viable pour répondre à des enjeux économiques, mais pour ça, il faut se donner les moyens de le faire, et pour ça, il faut du coup investir massivement dès maintenant, avec une vraie vision long terme et stratégique. Voilà. Donc voilà le sujet, je pense qu'il est vraiment crucial, le long terme avant tout, et la vision stratégique, de se dire que l'innovation, c'est pas un petit sujet qu'on n'entend pas du tout d'ailleurs dans les discours politiques aujourd'hui. L'innovation, elle est cœur, si on veut véritablement avancer et reprendre du coup notre liberté. Anne-Sophie, j'imagine que ça résonne particulièrement à vos oreilles par rapport à vos enjeux. Particulièrement, et en matière de prévention, de la prévention primaire à la prévention tertiaire et de la désinsertion professionnelle, en tout cas si on considère le modèle économique actuel de notre système de santé. Jean-Gabriel, on vient d'entendre beaucoup de notions. On parle d'éthique, on parle de déshumanisation, mais on parle aussi de long terme. Comment est-ce que, selon vous, cette connexion peut être la meilleure possible pour l'homme, finalement dans un rapport au-delà du médical, mais même presque sociétal? Je crois que justement, si on essaye de prendre un peu de recul et de se demander quel est l'apport de ces technologies, Anne-Sophie l'a dit tout à l'heure, libération du temps, bien sûr, et peut-être plus d'attention, mais ça n'est pas certain, parce que quelquefois, le temps libéré sert à autre chose. Je sais que j'ai entendu il y a quelques jours une représentante de la DGFiP qui expliquait que les process étaient beaucoup automatisés, mais que, bien sûr, ils ont de moins en moins de personnes pour travailler. Et donc, le temps libéré, en réalité, c'est du temps pour contracter les effectifs. Est-ce que ça n'est pas le risque? Deuxième chose, c'est une médecine de précision. Maya l'a dit, les données qui permettent d'être beaucoup plus fin, de faire des analyses, d'extraire des connaissances qu'on ne pouvait pas extraire avant à partir de tous les capteurs, des résultats de signaux qui viennent des échanges interhumains, etc. Donc ça, c'est extraordinaire. Et puis bon, avec ChatGPT, toutes ces nouvelles applications possibles qui font qu'on peut faire des comptes rendus médicaux automatiquement, des
médecins peuvent écrire des lettres à leurs patients, mais ça donne un peu froid dans le dos, hein, ça veut dire, enfin, à leurs collègues. Hein, ça veut dire qu'il risque d'y avoir moins de personnalité. Hein, c'est-à-dire qu'on confie à la machine le soin de faire un certain nombre de tâches qui, normalement, auraient dû être faites normalement. Et en même temps, on utilise, par exemple, des outils d'intelligence générative pour trouver de nouveaux médicaments et pour les tester. Et donc, ça peut avoir des résultats scientifiques extraordinaires. Je crois, justement, c'est ce qu'on appelle la médecine de précision. Et enfin, moi, je ne suis pas médecin, mais je suis d'une famille de médecins. Je suis entouré de médecins. Je suis un peu le raté de la famille. Hein. Mon grand-père était médecin, mes 2 parents étaient médecins, ma femme est médecin, mon frère est médecin, mon oncle... Bon, j'arrête là. Mais ce que j'avais cru comprendre dans le médecin, l'étymologie, ça vient de med. Hein, l'étymologie, c'est milieu. Hein, c'est celui qui a une vue d'ensemble. Et peut-être que le risque avec l'intelligence artificielle, c'est de rendre le médecin myope, hein, qui ne regarde qu'un tout petit aspect et qu'il ne regarde plus le patient dans sa globalité. Et je crois qu'il faut être extrêmement attentif à ça. Il n'y a pas de déterminisme technologique, mais il faut être attentif. Et puis, deuxième chose, le fait qu'il faut être capable, là aussi, de prendre du recul. Hein, et on peut s'inquiéter peut-être qu'un jour, les assurances sociales contraignent les médecins à prendre les décisions qui sont conformes à celles que donne l'ordinateur. Et justement, ce que je crois qu'il faut, c'est être en mesure pour le médecin de décider lui-même de son diagnostic. Alors, l'Ordre des médecins avait rédigé un rapport sur le sujet, hein, et il introduisait la notion de garantie humaine, même si le terme à la fois plaît beaucoup aux médecins, mais est peut-être discutable, parce que l'homme n'est pas toujours une garantie. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Mais en tout cas, qu'il y ait toujours une personne, un homme au centre, qui prenne la décision. Je crois que c'est extrêmement important. Et il faut, à ce moment-là, peut-être être capable d'arrêter la machine. Alors, pour évoquer ça, je voudrais rappeler, mais vous la connaissez tous, la fable de l'apprenti sorcier. Hein. Vous savez que c'était un poème de Goethe, dans lequel il raconte l'histoire d'un jeune apprenti sorcier, et il avait entendu son maître prononcer une formule. Le maître part à la ville, et sa femme lui dit de remplir un grand baquet d'eau. À ce moment-là, il se souvient, parce que c'est assez long, il faut qu'il prenne des seaux, qu'il aille à la source, qu'il les ramène, etc. Le maître avait une formule magique pour animer les balais, et donc c'est formidable, parce que les balais vont à la source, comme ça il se repose, il ne fait rien du tout, puis le baquet est rempli, à ce moment-là il veut arrêter les balais, et là il ne connaît pas la formule pour arrêter les balais. Et je crois qu'il en va de même avec l'intelligence artificielle. Ce ne sont pas des techniques, ce sont des sociotechniques, c'est-à-dire des techniques qui prennent leur sens dans une organisation sociale, et il faut s'assurer qu'on a toujours les moyens d'arrêter les choses. Alors, vaste sujet, ça pourrait nous ouvrir plein, on pourrait faire toute la journée, hein, mais on sait qu'on a quand même un timing à tenir. Alors Noël arrive dans quelques semaines, je me faisais cette remarque, nous sommes à quasiment 3 mois de Noël, il y a de nouveaux ministres également qui viennent d'être nommés. Par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, à la fois tous les points positifs qu'on a pu mentionner, mais aussi les contraintes, les limites, les freins, les difficultés, vous aujourd'hui, quels vœux pourriez-vous formuler, un petit peu en conclusion, et en se disant aussi, peut-on affirmer finalement, à quoi arrivez-vous, vous, en vous disant hommes et femmes connectés, hommes et femmes libérés, oui ou non? Et quelle lettre au Père Noël auriez-vous envie d'écrire sur ce vaste sujet pour conclure? Et je vais passer la parole à vous, Maya. À moi. Moi, si je devais faire un vœu, ce serait peut-être d'inverser certaines échelles de temps. J'entends par là que... Je vous parlais de vision long terme en matière de financement à l'innovation. Effectivement, il ne faut pas penser à un héroïque trop court-termiste, il faut voir la big picture. Et pour ça, ce serait peut-être bien d'avoir un ministre qui dure plus d'1 an au gouvernement, par exemple. Et sinon, sur le temps court, ou 6 mois, sur le temps court, justement, permettre que... on soit véritablement dans une dynamique d'aller acheter de l'innovation et de pouvoir choisir ce qu'on souhaite en termes d'innovation et pas partir dans les méandres des appels d'offres ou voilà, le temps de l'administration qui peut être très très long, notamment pour nos startups. Donc voilà, si vous pouvez inverser ces échelles de temps, ce serait un beau vœu. Mais hommes libérés, hommes connectés. Et comme ça, oui. et comme ça, je pense qu'à court terme, on peut effectivement être libéré de plein de contraintes, mais que si on ne pense pas à long terme, on va nécessairement se créer des formes de très très forte dépendance qui ne vont pas du tout nous libérer. Samir Eni, vous, quel est votre point de vue et votre lettre au Père Noël? Dans ma situation, je ne peux pas me permettre d'avoir une lettre au Père Noël.
un souhait, disons alors. Je dirais un des objectifs, c'est la confiance et la stabilité. La confiance dans les acteurs. Vous parliez tout à l'heure en fait de notre position, nous, Français, en Europe. Tout le monde oublie, mais il n'y a aucun autre acteur en Europe qui a un acteur indépendant pour le stockage des données. Il se trouve qu'il est à Strasbourg, donc je le cite au VH. Et donc, ça, c'est il y a 20 ans d'avance, quoi. Et donc, on est prêt sur le règlement européen, c'est prêt depuis 15 ans. Sur la structuration de la recherche, c'est prêt depuis 10 ans. Sur l'architecture et je dirais comment on se prépare pour pouvoir accueillir cette nouvelle technologie et l'inclure dans nos missions régaliennes, à savoir enseignement, soit recherche territoire, tout le monde en parle. Et on est vraiment mobilisé pour pouvoir accompagner, utiliser cette technologie pour justement la finalité d'une technologie. Une technologie sans finalité n'a aucun intérêt et va être oubliée comme un certain nombre de technologies. Si on ne la raccroche pas à cette finalité, pourquoi cette finalité ? Je crois qu'on a eu des mots très justes aujourd'hui et je dirais, très proches en fait, de pourquoi cette technologie va nous aider à améliorer notre réponse à nos concitoyens. Et ça, c'est une finalité, c'est plus que l'être au Père Noël, c'est nos objectifs. Ambitieux. Jean-Gabriel, de la technologie à la philosophie, il ne peut y avoir qu'un pas parfois. Moi, je suis ingénieur de formation initiale et philosophe, et donc je connais bien cette technologie. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il faut être en mesure d'appuyer sur le bouton arrêt. Arrêt des contraintes. Je suis très sensible à ce que Maya a dit sur les contraintes administratives, les appels d'offres et toute cette machine bureaucratique, cette machinerie sociale qui se met en place et qui utilise les technologies pour nous contraindre. Et en cette machinerie sociale, je pense aussi dans l'éducation, il se trouve que par hasard, j'avais signé une tribune il y a quelques mois qui a paru hier, et elle a paru dans Le Monde, sur le droit des élèves à la déconnexion. L'idée, c'est de reconnaître ce droit, c'est-à-dire qu'on ne force pas les élèves à l'école à être toujours sur leur logiciel Pronote, etc. C'est ça, mon vœu. Et puis, donc, reconnaissance de la liberté, si je puis me permettre, je ne sais pas si c'est autorisé. Je voudrais rappeler un petit peu, mais vous le connaissez tous, sur mes cahiers d'écolier, sur les pupitres et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom, etc., etc. Puis je vais citer les 2 dernières strophes, parce qu'il n'y a certainement pas tant de monde, sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Un petit peu de Paul Éluard, avant de te passer la parole, Anne-Sophie, pour conclure, justement, après cette jolie envolée lyrique, quelle pourrait être, toi, dans une acception très concrète aussi, quelle pourrait être ta lettre au Père Noël, ou ton vœu, sur ce vaste sujet aujourd'hui de la connexion et de ses bénéfices pour les patients? Alors, ma lettre au Père Noël, je l'adresse à nos enfants, puisque c'est bien d'eux dont il s'agit et c'est pour eux qu'on œuvre. Je leur souhaite davantage de progrès technologique, davantage de connexion, davantage de coopération, pour illustrer la big picture dont Maya faisait état tout à l'heure. Je crois que c'est une clé, réellement. Et puis davantage d'humanité et, dans les temps qui nous occupent, la paix. Un joli mot de conclusion. J'avais été très sensible aussi au poème d'Éluard qui lui parlait déjà de santé, parlait à la fois de santé revenue et de risque disparu, et aussi d'espoir. Ce sont des mots que l'on peut appeler de nos voeux. Merci à tous pour votre attention. C'est un sujet, je pense, qui pourrait nous occuper toute la journée, mais nous avions 45 minutes pour pouvoir l'aborder, donc nous allons rendre l'antenne, comme on dit, revenir à nos portables, revenir à nos connexions, revenir à l'échange, revenir à la vie, mais en essayant de garder toujours un petit peu de liberté dans nos cœurs. Merci beaucoup.